Bonjour Nicolas Taverneau. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est une journée importante pour vous. Vous dirigez LFP Média, qui édite notamment la plateforme Ligue 1+, dont on connaît le succès avec plus d'1 million d'abonnés, avec un lancement il y a seulement quelques mois. Vous diffusez la quasi-totalité des matchs de la Ligue 1, avec une reprise de ses droits de diffusion par la Ligue de football professionnel. C'est une journée importante aujourd'hui puisque vous allez présenter votre plan au collège de la Ligue 1, puisque beIN Sport, qui était le détenteur d'un des matchs de la Ligue 1, va rendre les droits de ce match du samedi à 17h15. D'abord, qu'est-ce qu'on peut espérer pour Ligue 1+, le fait de reprendre la propriété de la diffusion de l'ensemble des matchs en France et en exclusivité? D'abord, il faut revenir un peu sur le lancement de Ligue 1+. Ligue 1+, donc, a été lancé le 15 août dernier dans ce qu'on appelle une hyper-distribution, c'est-à-dire qu'il est accessible un peu dans toutes les grandes plateformes, Amazon, les FAI, et puis on peut s'abonner en direct par Internet sur la plateforme Ligue 1+. Donc, il y a une hyper-distribution et nous avons dépassé le chiffre, comme vous l'avez rappelé, d'1 million d'abonnés. Alors, il y avait un contrat en cours qui est avec beIN sur le 9e match. Bon, beIN a manifesté le souhait de rendre ce match le 9e match. Et donc, nous aurons une discussion cet après-midi avec les présidents de club de Ligue 1 pour envisager l'éventuelle exclusivité d'avoir l'intégralité des 9 matchs, parce que vous savez qu'on a 18 clubs, hein, donc des 9 matchs du championnat de France de première division, donc Ligue 1. Voilà, donc ça, c'est aux présidents de club d'en décider. Donc nous leur proposerons un plan qu'ils vont examiner pour prendre une décision. C'est quoi vos arguments pour qu'ils aillent en cette faveur de reprise de l'exclusivité entière pour Ligue 1+? Est-ce que ça va leur donner le plus premier de argument, valeur? c'est déjà que beIN ne souhaite pas poursuivre son contrat. Donc il y aurait une éventuelle contentieux juridique, si vous voulez, si on souhaitait poursuivre. En tous les cas, ils ne veulent pas poursuivre dans les mêmes conditions. La deuxième chose, c'est que l'exclusivité pour les abonnés est une chose importante dans la mesure où d'avoir plusieurs abonnements pour regarder l'intégralité du championnat a toujours été une difficulté pour la Ligue 1. Et là, de rassembler l'ensemble des clubs de première division sur l'ensemble des journées de championnat est évidemment un progrès pour les abonnés et donc donne une valeur à Ligue 1+ qui est supérieure. Est-ce que les tarifs vont augmenter pour les abonnés, puisque en fait certains parlent d'un Netflix de la Ligue 1, c'est votre objectif? Écoutez, les tarifs évolueront comme ils évoluent sur toutes les plateformes, hein, au fur et à mesure de l'offre, quand l'offre s'améliore, quand la qualité technique s'améliore, quand il y a de l'inflation, il est évidemment qu'il y a un pricing qui s'adapte progressivement. Donc nous n'avons pas encore décidé du pricing de l'année prochaine. Les études sont en cours pour regarder quel est l'impact que nous aurons pour la saison prochaine qui démarrera le 22 août prochain, donc avec le championnat de France. Donc nous commencerons d'ailleurs la saison un peu plus tôt parce qu'il y aura le trophée des champions. Donc on ne sait pas qui sera les heureux élus du trophée des champions. Il y a un championnat cette année qui est quand même intéressant, qui est très ouvert, hein, plus ouvert que les années précédentes, avec des équipes qui se tiennent quand même dans un mouchoir de poche pour certaines d'entre elles, et donc beaucoup de candidats à l'Europe. Donc on va avoir une deuxième partie de championnat extrêmement vivante cette année, j'espère l'année prochaine également, dans lequel on sent qu'il y a une réactivation du championnat avec quand même de très bons éléments. Donc il y a une belle histoire à raconter sur le championnat de France de Ligue 1. Vous aviez fixé en saison 4 2,2 millions d'abonnés. Vous êtes, je crois, à la moitié du chemin parcouru. J'imagine que vous allez rehausser vos objectifs si Ligue 1+ diffuse en exclusivité tous les matchs de la Ligue 1. Non, on ne va pas réviser nos objectifs. On a fait un plan. Ce plan prévoit 1 150 000 abonnés à la fin de cette présente saison. Vous y êtes déjà. Le plan prévoit... Oui, mais enfin, vous savez, il y a du churn hein, dans les abonnements. Il y a des abonnés qui viennent, d'autres qui s'en vont. C'est toujours au début que vous faites le plus gros de vos abonnés, par définition, au début de la saison.
Et donc, encore une fois, c'est des objectifs qui sont très ambitieux. Et ces objectifs ambitieux, il va falloir trouver 1 million d'abonnés supplémentaires au cours des 3 prochaines saisons pour aboutir au plan que nous avions présenté lors de la décision de lancer Ligue 1 Plus le 1er juillet dernier. Et donc, ce million d'abonnés supplémentaires, le 9e match, j'espère, va nous aider si les clubs choisissent cette option à l'acquérir. Mais ça présente quand même, il va falloir être très mobilisé de manière forte dans des périodes qui sont quand même un peu plus difficiles économiquement pour aller chercher ce million d'abonnés auprès des fans. Nous en avons à peu près 70% aujourd'hui en streaming, c'est-à-dire sur les 3 plateformes principales ou 4 plateformes qui font du streaming, c'est-à-dire la plateforme Ligue 1+, la plateforme Amazon, la plateforme DAZN et la plateforme Molotov. Bon. Et puis le reste est sur, si j'ose dire, notamment les FAI, que sont Orange, Free, SFR et Bouygues. Voilà, c'est à peu près comme ça se répartit l'hyperdistribution. Et 2 tiers de nos abonnés sont abonnés à d'autres offres de sport et 2 tiers sont abonnés à Canal+. Alors justement, Canal+, je crois que vous aviez tenté de négocier pour qu'ils puissent reprendre Ligue 1 Plus dans leur pack. Ces négociations n'ont pas abouti puisqu'il y a toujours un contentieux en cours. Est-ce que Canal+ semble un peu plus ouvert à la discussion, notamment si la perspective de l'exclusivité pour Ligue 1 Plus sur l'ensemble des matchs, est-ce que vous pensez que vous pourriez mettre sous le tapis vos contentieux en cours pour essayer de repartir sur des discussions avec une distribution de Ligue 1 Plus? Ça, il appartient à Canal+ de répondre. Nous, ce que nous avons dit, nous avons toujours été ouverts à des discussions avec Canal+. Simplement, Canal+, comme vous l'avez rappelé, est en procédure contre la Ligue, une procédure quand même importante, puisque c'est, je crois, la 7e procédure en cours sur le même sujet, avec une demande, ça a été plaidé en novembre, une demande de plus de 180 millions, 170 millions d'indemnités. Donc on n'est pas dans une petite procédure, et encore une fois, c'est, je crois vous dire, moi je n'étais pas là, mais la 7e. Donc ça, c'est quand même une difficulté entre la LFP et Canal+. Et la deuxième chose, Canal+, a fait plutôt le choix des coupes européennes. Elle a renouvelé son contrat des coupes européennes. Nous sommes le football national, le football français. Donc, ce n'est pas ce choix a été opéré par Canal+. Ça lui appartient de répondre s'ils sont intéressés, dans quelles conditions. Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé ni les termes financiers ni les termes juridiques d'un accord. L'enjeu quand même de votre travail, de votre mission depuis que vous êtes arrivé à Ligue 1 Plus, c'est de redonner de la valeur pour les clubs, puisque les clubs, ils ont besoin de l'argent des droits de diffusion pour financer des bons joueurs et donc du bon sport. Est-ce que vous êtes optimiste, puisque voilà, il y avait eu beaucoup de désagréments ces dernières années avec certains choix qui ont été faits. Est-ce que vous pensez que cette valeur des droits sportifs va permettre de pouvoir continuer à financer et d'augmenter son financement pour ces clubs? Alors, il y a plusieurs premièrement, je rappelle que Ligue 1 Plus, c'est confirmé à nouveau par Bein. Il n'y a pas eu en France de candidat à l'achat des matchs pour des propositions, disons, sérieuses. Donc, actuellement, n'ayant pas eu de proposition pour l'achat des matchs sur différentes plateformes, il a fallu trouver une solution. Donc, ça a été une solution plutôt par défaut, qui est Ligue 1 Plus. Bon, il se trouve que les abonnés ont répondu jusqu'à présent, mais c'est une solution, encore une fois, qui constate que sur le marché français, peut-être du fait de la position dominante de Canal+, à partir du moment où vous avez une difficulté avec Canal+, ben vous avez peu de solutions. Jusqu'à présent, on a vu les solutions qui avaient été essayées par mes prédécesseurs dans les années précédentes, par la Ligue, n'ont pas fonctionné. Que ce soit DAZN, que ce soit Mediapro, que ce soit même Amazon, qui a relativement bien fonctionné, mais n'a duré que sur une période. Donc, la Ligue a pris le taureau par les cornes en disant à partir du moment où on n'a pas de solution externe, il reste une solution interne qu'il a fallu monter rapidement et avec un éditorial, une distribution qui semble satisfaire aujourd'hui, mais il reste beaucoup de chemin. Donc pour qu'il y ait des droits qui soient disponibles pour les clubs, nous n'avons jamais caché qu'il y aurait 2 ans difficiles, très difficiles pour les clubs, en droit domestique, puisqu'il y a des droits de partenariat et puis il y a des droits également internationaux.
mais une solution qui sera très difficile pendant les 2 années à venir pour élaborer une solution plus directe. C'est la raison pour laquelle il faut que tout le monde, que le football soit uni pour pousser cette chaîne le plus possible vers le succès, parce qu'il en va de la recette des clubs. Ce qui a fait partir DAZN, c'est le piratage, notamment le précédent détenteur des droits là-dessus. Est-ce qu'avec Ligue 1+, les offres qui ont été assez futées, on va dire, hein, des offres pour les jeunes, des offres un peu moins chères, etc., en tout cas une proposition un peu moins chère, est-ce que vous pensez que vous avez réussi à faire baisser le piratage, qui est quand même quelque chose qui a mangé beaucoup de valeur, hein? Écoutez, par définition, le piratage, c'est quelque chose qui est difficilement mesurable, mais on sait qu'il est très important, parce qu'il y a 3 formes de piratage différentes. Il est très important. Nous avons eu des décisions judiciaires qui sont plutôt favorables. Il y a un combat technologique qui est important, mais ce problème n'est pas réglé. Ce problème est loin d'être réglé. Vous savez qu'au UK, notamment, il n'y a pas simplement, d'ailleurs, le football qui est concerné, il y a l'ensemble des plateformes qui sont concernées. Donc il y a un gros travail qui est fait d'ailleurs en commun avec Canal+, avec Bein, avec tous les supports. Et on attend une loi en France pour automatiser les restrictions pour éviter le piratage. Cette loi est dans la loi de gouvernance du football. Elle a été intégrée, le piratage à la gouvernance du football, et ça prend un peu de retard compte tenu des circonstances politiques. Et donc c'est un vrai sujet pour nous. Donc, à la fois, on est très actif dans le domaine actuel de la législation. Bon, vous savez que les combats technologiques sont des combats qui sont quand même tout à fait complexes et qui ne concernent pas, encore une fois, que le football. Il y a des décisions judiciaires qui sont importantes, mais c'est un jeu de chat à la souris. En tous les cas, le piratage est encore extrêmement puissant en France. Mais est-ce qu'il a baissé depuis que Ligue 1+ Moi, j'ai pas de mesure précise pour vous dire s'il a baissé ou non. En tous les cas, je pense qu'un certain nombre de gens ont bien compris que c'est se tirer une balle dans le pied parce que c'est la chaîne des clubs. Et donc, s'ils veulent un football qui soit correct, il faut aussi qu'il y ait des moyens financiers pour y parvenir. En tous les cas, nous faisons un travail tout à fait approfondi, à la fois un travail collectif, mais aussi un travail individuel, par différentes techniques pour empêcher le piratage, le watermarking, etc., et également par des décisions judiciaires pour faire interdire un certain nombre de liens sur les sites. Mais c'est un combat permanent, c'est un combat difficile. Je pense que le pricing a aidé sans doute à vaincre un peu le piratage, mais c'est loin d'être gagné. J'ai une dernière question, Nicolas Taverneau. Plus large, vous avez passé de nombreuses décennies à la tête du groupe M6, que vous avez cofondé. Vous êtes parti, on imagine, un peu déçu après l'échec de la fusion entre TF1 et M6. On voit qu'aujourd'hui, le modèle de la télévision, il est énormément bousculé par la baisse des usages, notamment du linéaire. En même temps, encore très dépendant au niveau des recettes publicitaires sur le linéaire. Aujourd'hui, c'est quoi votre vision, et est-ce que vous pensez que l'échec de cette diffusion va handicaper ce secteur de l'audiovisuel? Alors, il y a plusieurs réponses à votre question. Premièrement, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La télévision linéaire continue d'exister, continue de faire des audiences importantes, continue de rassembler. C'est vrai qu'il y a une érosion permanente. Alors, il y a quelques articles de presse qui mettent un peu ça très en avant. Il y a une érosion permanente, notamment auprès de la population des moins de 50 ans. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'il y a, disons, 3 réponses qui peuvent être données sur l'érosion du modèle traditionnel de la télévision. La rupture, elle s'est faite avec Internet. Bon. Et il y a 3 réponses qui peuvent être données. Première réponse, la production. Les éditeurs de télévision sont d'abord des éditeurs de programmes. Et donc, il faut que ce métier de programme se développe. C'est ce qui a été fait notamment à M6 au travers du cinéma, avec la filiale SND, au travers de la production, au travers de ses productions sur les magazines. Il faut accélérer, et qui, notamment dans la production de podcasts, par exemple pour les radios, il faut accélérer dans ce domaine de la production. Donc ça, c'est une piste importante, peut-être insuffisamment développée à ce jour, notamment du fait des restrictions à nouveau réglementaires entre la production dite dépendante et indépendante.
c'est un peu surréaliste quand on voit les grandes manœuvres qu'il y a aux États-Unis dans la production, de voir qu'en France, il y a des règles extrêmement rigides qui empêchent les groupes de se développer correctement dans la production. Je vais vous donner un exemple très concret, parce que c'est des choses tout à fait... Si vous achetez une boîte de production, cinéma, audiovisuel, etc., quand vous êtes un groupe de télévision, la seule conséquence que ça a, c'est qu'elle ne peut plus travailler avec vous. Elle ne peut plus travailler avec celui qui l'achète. Pourquoi ? Parce que vous êtes au maximum de la production dépendante, dite dépendante, et dès lors que vous avez 1% du capital d'une société de production cinéma audiovisuel, elle ne rentre plus dans vos quotas. Donc c'est absurde, ça n'a aucun sens. Et bien pourtant, cette loi existe depuis des années, il y a certains lobbies qui se développent, etc. Donc en France, on n'aime pas les groupes. On n'aime pas les groupes, donc small is beautiful pour les Français. J'en veux pour preuve qu'en autorisant 2 petites chaînes nouvelles et en interdisant, quel que soit, moi je ne me prononce pas sur l'éditorial, mais des chaînes qui appartenaient à des groupes qui étaient déjà pas énormes, mais un groupe comme Canal+, qui avait C8, ou comme Énergie, qui avait Énergie 12, on les supprime au bénéfice de 2 nouveaux acteurs qui ne sont pas consolidés, qui vont arriver dans un univers qui est déjà extraordinairement fragmenté. C'est un mauvais service à leur donner. Donc, on voit bien qu'en France, on a la culture du petit, on a la culture du petit indépendant, et qu'on n'arrive pas à voir que le monde bouge, et qu'on a en face d'énormes mastodontes, qu'ils soient les réseaux sociaux ou que ce soit les plateformes, et qu'on n'arrive pas à regrouper nos forces pour essayer de défendre ce qui est défendable, c'est-à-dire notamment la production française et européenne. Donc ça, c'est la première partie, c'est la production. La deuxième partie, c'est la distribution. Là, les groupes ont fait d'énormes efforts, que ce soit Canal, TF1, M6, pour le streaming. Et il faut poursuivre dans cet effort pour faire de la free-VOD, pour faire de la S-VOD. Nous avons été en 2008 le premier à faire M6 Replay sur le streaming. À l'époque, il existait peu. Donc ça, je pense que les efforts sont poursuivis. Il y a énormément de choses qui sont faites par les différents groupes. Et puis la troisième chose, c'est la consolidation. La consolidation qui est nécessaire parce que aujourd'hui, encore une fois, il faut mettre l'argent dans les contenus et pas dans les structures. Et il faut avoir un poids vis-à-vis de la distribution en tant qu'éditeur qui soit plus important, puisque nous sommes désintermédiés. Les chaînes de télévision sont désintermédiées, car aujourd'hui, vous êtes distribué par les téléviseurs connectés, vous êtes distribué par des FAI, vous êtes distribué par des plateformes. Et donc, quand vous êtes désintermédiés, il faut que vous puissiez peser, c'est comme les grandes marques agroalimentaires, je veux dire, vis-à-vis de la distribution, il faut que vous puissiez peser sur la distribution. Pour peser sur la distribution, il faut que vous ayez un rapport de force, y compris vis-à-vis des fabricants de téléviseurs comme LG ou Samsung, qui vous réclament des conditions pour être bien placés dans l'offre de téléviseurs connectés. Voilà. Donc c'est un poids économique et un poids éditorial nécessaire pour y arriver. Alors il faut convaincre les autorités de concurrence, il faut convaincre le législateur. Aujourd'hui, il y a un vrai temps de retard, très gros temps de retard, entre la législation, l'application de ces législations et des décisions qui nous appartiennent. C'est en Europe et en France que ces décisions nous appartiennent. Et moi, je suis un peu navré, si vous voulez, de voir que il y a les grandes manœuvres se font dans les pays non européens et que en France notamment, on a des décisions qui sont extraordinairement lentes, difficiles, voire contre-productives pour avoir des grands acteurs ou des acteurs qui résistent à cette concurrence internationale. Merci beaucoup Nicolas de Taverneau, bonne journée, bon courage, parce que je crois que c'est une grosse journée pour vous, et à très bientôt. Merci beaucoup. Écoutez, passez une bonne journée. Merci.